Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un seul titre au sommaire. Félix Tshisekedi vient de prêcher par l'exemple. Le président de la République a reçu sa première dose de vaccin contre le Covid-19. Il était accompagné de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Ce geste du couple présidentiel va pousser les plus sceptiques à se faire vacciner pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et c'est tout pour les titres. Je l'ai dit, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est fait vacciner hier dimanche à la clinique présidentielle contre le Covid-19. Le couple présidentiel ont reçu leur première dose du vaccin Pfizer, une occasion pour le président de la République d'inviter ses compatriotes à se faire vacciner, car il est mieux placé pour témoigner du danger que représente le coronavirus, cela après avoir perdu plusieurs de ses proches. Giscard Koussema pour le reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame se sont présentés à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine ce dimanche en fin de journée. Sur place, les corps médicaux, renforcés par la présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, avaient pris toutes les dispositions pour assurer une prise en charge efficiente. Comme tout requérant, les chefs de l'État et la première dame se sont conformés au protocole mis en place par les équipes du programme élargi de vaccination PEV. Tous les signes vitaux étant en situation normale, le président de la République et son épouse ont reçu chacun la première molécule du vaccin. Voilà. Injection directe. Voilà. Merci. Sur recommandation du médecin, le couple présidentiel a été convié à la salle d'observation pendant un quart d'heure et c'est de là que le garant de la nation a lancé un appel à ses compatriotes pour les inviter à faire de même. Ma première réaction, physiquement déjà, ça va bien. Donc c'est la preuve que on peut prendre ce vaccin sans qu'il se passe quoi que ce soit. La seconde réaction, c'est de dire que par cet acte, je confirme ce que j'avais dit il y a quelques semaines à Goma, que le moment venu, j'allais le faire avec mon épouse. Donc vous voyez que je ne viens pas en cobaye, je viens vraiment en personne sûre que le vaccin protège. C'est vrai que le vaccin, nous devons tous l'avoir parce que malheureusement, cette pandémie tue. Et moi, j'en sais quelque chose. J'ai perdu des êtres chers, plusieurs. Donc, par cet acte, vraiment, je veux montrer à mes compatriotes qu'il faut vraiment prendre ce vaccin et qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter. Donc là, je suis en attente. Il faut, après avoir pris le vaccin, attendre 15 minutes. Donc je suis là, j'attends. Jusque-là, ça se passe bien. Je suis à 10 minutes déjà. Donc, pour vous dire. Tout se passe bien. Donc, je demande à tous nos compatriotes de se mettre à l'abri de cette pandémie et en prenant le vaccin, évidemment. Voilà. Donc, mon épouse est là. Elle vient aussi, la première dame, elle vient de recevoir le vaccin 5 minutes après moi. Donc elle aura 5 minutes d'attente de plus. Mais sinon, tout va bien. Il n'y a aucun problème et vraiment, je demande instamment à tous mes compatriotes de prendre ce vaccin parce qu'il sauve des vies. Par ces gestes, le couple présidentiel a lancé la deuxième phase de vaccination contre la Covid-19 et après une demi-heure d'observation, les présidents de la République et la distinguée première dame n'ont présenté aucun signe d'alerte. Les corps médicaux avaient de bonnes raisons de pousser un ouf de soulagement. Le chef de l'État vient de montrer l'exemple parce que je pense qu'il était très attendu. Avec raison, parce que c'est lui le garant de la sécurité et du bien-être de tous les Congolais.
Et il a pris la mesure depuis très longtemps de cette pandémie. Et rappelez-vous qu'on avait fait venir d'abord un premier lot de vaccins. Et puis là, on vient de recevoir un deuxième lot de vaccins. Et le chef de l'État, comme il avait annoncé, dès lors qu'on recevrait ce lot, il allait se faire vacciner, lui et la première dame. Après une gestion de la pandémie bien maîtrisée, la République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie de pays qui ont une solution vaccinale variée. La task force présidentielle annonce l'arrivée imminente d'autres lots de vaccins dans les prochains jours. Le train est lancé parce que là, on a reçu 250 000 doses de Moderna. On va recevoir très rapidement, probablement la semaine prochaine, encore 250 000 doses, cette fois-ci de Pfizer. Mais Pfizer, c'est sur un total de plus de 4,5 millions de doses que nous allons recevoir. Mais ensuite, dans un second temps, dans un troisième temps plutôt, on va recevoir de Johnson & Johnson. Vous savez, le vaccin a une seule piqûre. Et celui-là, les engagements qui sont pris, c'est pour 26 millions de doses. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis à la disposition de membres du gouvernement, de ses collaborateurs et d'autres personnalités de la République sa clinique présidentielle pour la vaccination. Après une mission de soutien et de réconfort aux victimes de l'éruption volcanique du Nyiragongo dans la ville de Goma, la délégation de l'Union africaine a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à l'hôtel du gouvernement pour lui rendre compte de la dite mission. Pati Tondouangou, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. Solidarité de l'Union africaine à la République démocratique du Congo, la délégation à l'issue de sa visite humanitaire aux sinistrés de Goma dans le Nord Kivu, victime de l'éruption du mont Nyiragongo, a rencontré ce lundi 13 septembre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. Il était question de faire le point de sa visite dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons pu voir aussi sur site les sinistrés, nous avons la possibilité de rencontrer les enfants de Goma et aussi nous avons informé son Excellence le Premier ministre que notre visite rentre dans un cadre de solidarité et de soutien avec le gouvernement et le peuple. Nous avons exprimé notre satisfaction de notre visite et remerciement pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à notre délégation depuis notre arrivée jusqu'à la fin de notre programme, vraiment constructif. La délégation de la mine Bali était conduite à la primature par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, qui a réceptionné la semaine dernière les chèques de l'Union africaine pour le soutien humanitaire des sinistrés de Goma, un geste louable dans le cadre de la solidarité régionale. Un atelier de formation a été organisé à l'intention des prestataires du service du call center pour la prise en charge des victimes basées sur le genre. Une formation consacrée essentiellement sur la collecte et le traitement des données relatives à la violence à l'égard des femmes et des filles. Serge Mata, Jean-René Kabamba pour le reportage. C'est dans une ambiance conviviale à la discussion que s'ouvre cet atelier de formation destiné aux prestataires des services des call centers pour la prise en charge à distance des plaintes des violences basées sur les genres. Ces assises, qui vont durer 3 jours, ont entre autres pour objectif général de renforcer les capacités de ces prestataires des services des call centers dans la collecte rapide des données sur les cas isolés des violences sexuelles ainsi que sur la prise en charge des victimes. Oui, il s'agit d'un atelier de formation de prestataires du call center, donc de centre d'appel 122, qui est un centre d'appel mis en place par la présidence de la République avec le ministère du Genre pour faciliter l'accès des survivants de violences sexuelles à des informations, mais aussi pour contribuer à la prévention de tout ce qui est lié aux violences basées sur le genre. Les femmes qui ont subi des violences sexuelles ont la possibilité de solliciter et d'obtenir un avortement sécurisé et le call center devrait montrer l'exemple en donnant des informations aux femmes qui ont été violées et qui parfois se retrouvent enceintes et ne savent pas à qui s'adresser. Les centres de services d'intervention pour violence a été mis en place par la présidence de la République afin de faciliter la collecte des informations dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur les genres. Cette session de formation est organisée avec l'appui de l'organisation internationale IPAS du 13 au 15 septembre 2021.
C'était plus qu'une urgence. Le centre hospitalier mixte Escapade a reçu il y a quelques jours la visite de l'ancien vice-ministre du Plan, Frédéric Kita, qui a remis un don composé essentiellement des matelas d'hôpital et autres divers. Cédric Kelena pour le reportage. Des lits pour hospitalisation, de la peinture et des tôles à venir, les vaillants personnels du centre hospitalier mixte Escapade se sont sentis encouragés. Un don de l'ancien vice-ministre du Plan, Frédéric Kita, qui intervient quelques jours seulement après sa visite sur place dans le quartier Mitendi. J'ai remis un bon lot de matelas pour que ça sert aux malades abandonnés que je vis là-bas. C'est un centre qui fait un excellent travail, mais par faute de moyens, ils sont limités. C'est pourquoi, avec ma modeste contribution, ça va interpeller aussi bon nombre de gens. Et puis, je crois que le centre va bénéficier aussi de quelques soutiens, comme moi je vais le faire. Donc, il y a un lot de peinture et de matelas, et il y a aussi d'autres choses, dont les tôles qui viendront. Un geste de grand cœur qui doit susciter de l'élan auprès des décideurs. Vraiment, je suis tellement dans la joie parce que l'excellence est passée. Il a vu les conditions où les malades passaient dans notre centre. Il était tellement inquiet, il nous a promis. Et vraiment, je suis dans la joie. De telle façon, il vient de réaliser ce qu'il a promis. Ces centres de soins de santé de proximité de Mitendi, bien qu'en manque d'équipement, restent le seul ou encore l'un des rares sites de ce coin périphérique de la capitale de prise en charge sanitaire avec un personnel dévoué. Public met les bouchées doubles pour la desserte en eau potable. Ce lundi, une délégation congolaise composée des membres de l'agence française ont effectué une descente sur le terrain. L'objectif est de doter les populations qui habitent les zones urbano-rurales des réseaux de distribution en eau potable. Émilie Kaindo, Hermès Mbangando pour le reportage. Dans le souci de répondre aux attentes des populations habitant les communes urbano-rurales, la délégation composée de la partie congolaise et française de l'Agence française de développement ont visité les installations des réseaux de distribution d'eau potable déjà mis en service. Ce projet, ce programme PILAEP a été financé en fait avec les fonds de la RDC, avec un objectif, une finalité particulière, c'est que ces fonds aillent directement à la population. L'objectif, c'est que l'accès à l'eau, ça répond à plusieurs enjeux, des enjeux de santé, des enjeux de développement. Sur le terrain, les responsables de chaque association des usagers des réseaux d'eau potable ont tour à tour expliqué le déroulement des travaux d'assainissement et la gestion des ASUREP, question de subvenir aux besoins des populations. Nous avons bâti ces ouvrages qui sont destinés à donner de l'eau aux populations des quartiers qui ne sont pas desservis par la régie des eaux. Une des œuvres, une des réalisations emblématiques du CDD. Et donc aujourd'hui, je suis venu en compagnie de nos deux visiteurs pour voir ce qui a été fait. Et donc mes sentiments sont des sentiments de satisfaction et effectivement ce qu'on a vu nous rassure. Cette visite rentre dans le cadre des vérifications du respect des contrats de désendettement et de développement signés entre la RDC et la France. Présentation officielle des résultats des analyses de l'insécurité alimentaire aiguë en République démocratique du Congo, une activité organisée par le Programme alimentaire mondial en collaboration avec la FAO et le ministère de l'Agriculture. Il ressort de ce rapport qu'une nette amélioration de la situation a été observée sur le terrain. Janine Mongo, reportage. Devant plusieurs invités, le groupe technique de travail a rendu public les résultats de l'insécurité alimentaire de la période allant de février à fin juillet 2021. Peter Moussoko, directeur pays PAM, parle des causes profondes de cette insécurité alimentaire. Donner aux communautés les outils et les connaissances dont elles ont besoin pour devenir autonomes. Qui cultive une variété de cultures sera mieux à même de survivre à une malaise qui attaque le manioc que son voisin qui dépend entièrement du manioc pour sa subsistance.
Philippe Bilosso Moyene, directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture ici représenté, confirme les dispositions pratiques du gouvernement pour l'éradication de la faim. La République démocratique du Congo est dotée d'un outil d'analyse performant lui permettant le suivi régulier de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations congolaises. Le Programme alimentaire mondial, le FAO et le gouvernement national, à travers son ministère de l'Agriculture, promettent aux Congolais en situation de vulnérabilité de venir à leur secours pour atteindre leur objectif faim zéro. Et puis les travaux de sauvegarde du pont Djili 1 sur le boulevard Lumumba évoluent normalement. Ils sont exécutés par l'Office des routes pour éviter que cet ouvrage ne connaisse aucune fissure pendant la saison de pluie. Des travaux financés par le FONER. Regardez. La saison pluvieuse à Kinshasa annonce déjà ses couleurs, mais ce ne sera sans conteste de compter sur l'activité de l'Office des routes d'aménager et entretenir le réseau routier, non seulement dans la capitale Kinshasa, mais également dans l'arrière-pays. À hauteur du pont Djili, sur le boulevard Lumumba, l'ouvrage qui a été dégradé jadis par des eaux de pluie et qui connaissait un début d'érosion a fait peau neuve. Un mur en revêtement en pierre est érigé par des ouvriers de l'Office de route, question de soutenir le pont et ainsi enterrer l'érosion qui prenait de plus en plus fort. C'est un mur en revêtement en pierre qu'on a fait pour aménager les talus à des sujets de glissement ou d'une tranchée susceptible d'être dégradée par des eaux. De l'autre côté, toujours sur le boulevard Lumumba, les agents de l'Office de route poursuivent sans désemparer les travaux de curage des caniveaux. Au niveau des Débonhommes et de Kingassa Nyasuka, les engins de l'Office de route, pelleteuses et autres, servent à déboucher ces rigoles pour permettre un bon écoulement des eaux pendant la saison de pluie. Tous les caniveaux de cette partie étaient déjà bouchés. Il était indispensable de faire le curage des caniveaux avant la prochaine saison de pluie. Une fois ces travaux terminés, la praxis exigerait qu'une bonne moralité, ajoutée à un bon changement complet de mentalité, soit de mise. Voilà, et dans la province du Nord Kivu, la MONUSCO a procédé à la construction du bâtiment à la commune de Kibumba. Suivez. Cérémonie, c'est vendredi 10 septembre à Kibumba de la remise officielle et inauguration du bloc administratif du territoire de Nyiragongo avec l'appui financier de la MONUSCO. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romi Ekuka Lipopo, a rehaussé de sa présence à cette cérémonie. Le coût global des travaux s'élève à 49 720 $ américains et le bâtiment compte 5 bureaux plus les installations sanitaires. Construit avec la conjugaison des efforts de plusieurs personnes, dont la population de Nyiragongo, qui a accepté de contribuer à la concrétisation de ce projet. Le vice-gouverneur a salué la concrétisation du partenariat agissant entre la MONUSCO et le gouvernement congolais par l'érection de ce bloc administratif. C'est un quick impact project, mais un bâtiment qui peut nous servir encore des années, pourquoi pas une cinquantaine ou plusieurs années de plus. Encore une façon, on peut applaudir ce bâtiment. M. Julius Fandang, chef de bureau de la MONUSCO, a expliqué les raisons de porter le choix sur la commune rurale de Kibumba pour renforcer et consolider la paix, car selon lui, c'est l'un des rares territoires qui n'a pas de groupes armés de ressortissants du terroir. Les habitants de Kibumba n'ont pas trouvé la nécessité de créer un groupe armé pour se faire. Voilà pourquoi nous, à la MONUSCO et en concert avec le gouvernement provincial de l'époque, on avait fait de Kibumba une priorité pour renforcer et consolider la paix ici à Kibumba. Après avoir réceptionné les clés de chef de bureau de la MONUSCO, le vice-gouverneur du Nord Kivu les a remis à son tour à l'administrateur policier. Ouf de soulagement pour les populations de la province du Mai-Ndombe. Les autorités provinciales ont procédé à la réouverture de la route de desserte agricole entre Mombali et Ngandambo. Cette route d'une importance capitale va permettre aux marchands d'exercer leur commerce en toute liberté. Regardez.
Soucieux du développement de leurs électeurs, les honorables Guimo Somo et David Bissaka, respectivement députés national et provincial, tous des élus du territoire de Kwamutu dans la province de Maïndombe, ayant fait front commun grâce à leurs moyens de bord, sont allés à la rescousse de leur base. À leur arrivée, un accueil chaleureux leur a été réservé par la population de Wombali, village qui fut le premier poste des missionnaires du vicariat du Congo, mais abandonné à son triste sort. Ils ont apporté dans leur jubessière des houes, machettes, bêches et pioches qu'ils ont remis à la population pour le cantonnage manuel, tout en leur démontrant l'importance d'une route de dessert agricole par rapport à la voie riveraine. S'en est suivi le lancement proprement dit des travaux d'ouverture de cette route de dessert agricole vieille de l'époque coloniale. C'était juste à l'issue des cérémonies coutumières, la tradition oblige. Depuis que les missionnaires sont arrivés ici, nous avions une route qui quittait Wombali jusqu'à Nganambo. Malheureusement, cette route n'existe plus. Nous avons les signonnaires, l'honorable David et moi, pour que nous puissions ouvrir cette route. Alors, nous avons préparé un peu de moyens pour que ce travail puisse se faire afin de permettre la circulation des biens et des services. C'est à peu près 7 km que nous sommes en train de faire. Enfin, la mission s'est clôturée par la visite d'un centre de santé en pleine construction dont l'inauguration interviendra dans les prochains jours. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central a effectué le déplacement de Lukungamputu dans le territoire de Kasangulu. Sur place, Joseph Salambi a eu des entretiens avec ses électeurs axés sur les préoccupations d'ordre social, économique et culturel. Jacques Kabawa pour le reportage. Veiller à l'épanouissement des entités rurales, tel est le souci majeur des élus de la province du Congo central, exprimé par le rapporteur de l'Assemblée provinciale, l'honorable Joseph Salambi Ngabankinta, lors de sa visite à Lukungamputu dans le territoire de Kasangulu. En Mputu comme à Lukunga, l'honorable rapporteur de l'organe délibérant du Congo central a échangé avec la population sur des préoccupations d'ordre social, économique et culturel. Joseph Salambi Ngabankita a répondu de manière concrète aux questions soulevées par les habitants de cette partie de la République démocratique du Congo. Je suis venu pour accompagner comme j'ai toujours fait sur toute l'étendue, Mabimba, Kasangulu. Je suis en train d'accompagner le chef de l'État. Je dois poser la première pierre pour la construction du marché Lukunga. En Mputu, il a remis un lot de sacs de ciment et de tôles pour la construction des bâtiments en dur de l'école primaire Mputu. Tandis qu'à Lukunga, il a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction des marchés modernes et des toilettes publiques. Une manière pour les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de matérialiser la vision du chef de l'État axée sur les bien-être de la population congolaise. Et puis 5 provinces de la partie est du pays pourront peut-être être interconnectées à travers des projets de construction des infrastructures routières. Un atelier de validation des 10 projets a été organisé dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur de province a pris part à cette rencontre avant de procéder à la signature du contrat sur les infrastructures routières au Dépanda. Le protocole d'accord tripartite signé à Goma, au Nord Kivu, engage spécialement l'évêque catholique François Muhoya Muchapa du diocèse de Kindu au Maniema, l'entreprise américaine Elion Capital Investment Fund, spécialisée dans la construction des infrastructures de développement avec son partenaire Polaris, représenté par M. Christ, ainsi que le gouverneur intérimaire du Maniema, Idriss Mangala Afani. Ces projets concernent l'interconnexion des 5 provinces de l'Est de la RDC, notamment le Maniema, le Nord et Sud Kivu, l'Ituri et le Lomami, avec les infrastructures routières. La construction de sources d'énergie électrique et l'approvisionnement en eau potable sont d'autres défis à relever pour garantir ces développements. Cet accord de partenariat signé ce 9 septembre 2021 intervient à la suite de l'atelier de 2 jours organisé dans la ville de Goma pour la validation de projets de construction des infrastructures socio-économiques de base. Le gouverneur AI du Maniema a pris part active à ces assises. Nous avons 2 étapes. Les fonds BOT, que le gouvernement provincial va bénéficier, et aussi le PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé, que l'Église catholique aussi va bénéficier. Donc nous devons à notre tour présenter le projet d'urgence que nous allons
finalisé au niveau de Kinshasa avec le bailleur. Idriss Mangala reste convaincu du décollage de sa province une fois que ces projets sont exécutés, a-t-il souligné. Les travaux de construction du mausolée où sera inhumé le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kungwa Kumanza, également président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Vous le savez, Gabriel Kungwa Kumanza est décédé le 21 août dernier en Angola. Le gouverneur de province Jacques Kiabula, accompagné des membres du bureau et de la famille biologique, s'est rendu sur les lieux pour évaluer les travaux. Un reportage de nos confrères de la RTNC Katanga. Les 5 km de la voie d'accès au lieu où sera inhumé Gabriel Kungwa Kumanza sont d'ores et déjà praticables. Les travaux s'y déroulent de jour comme de nuit pour rendre des hommages dignes de son rang au patriarche de la politique katangaise. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué, son vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy, le bureau de l'Assemblée provinciale conduit par le vice-président Michel Katebe et les membres de la famille biologique de l'illustre disparu ont fait ce constat au cours d'une descente effectuée sur les lieux. Le mausolée est déjà sorti de terre, le caveau construit et l'heure est aux travaux de finition avec des aménagements extérieurs dont le plaquage du marbre. Un vaste parking a été aménagé, les engins d'arrosage et de compactage y effectuent d'incessants va-et-vient. Le gouverneur Jacques Kaboula se dit satisfait de l'évolution des travaux de construction de la dernière demeure de Gabriel Kungwa Kumanza dans sa ferme Kiambi. Nous évaluons aussi les travaux qui se passent ici au mausolée. Nous sommes pratiquement à 80%. Et donc il s'avère que d'ici 3-4 jours, nous pouvons totalement terminer le mausolée. Et nous allons faire rapport au chef de l'État déjà de maintenant pour lui donner l'état d'évolution des travaux afin qu'on détermine la date des obsèques. Le Grand Katanga et toute la RDC se préparent donc à rendre les derniers hommages à l'une des figures de proue de la politique nationale depuis plus de 50 ans. Le parti présidentiel se prépare déjà pour les échéances électorales à venir. Une nouvelle cellule vient d'être implantée à Moamba, dans la commune de Lemba. C'est le président fédéral de cette formation politique qui a procédé à l'installation officielle des nouveaux membres. Alain Bikaï est présent. Pas une parcelle sans l'IDPS dans les Moamba. C'est l'objectif que s'est assigné le comité fédéral de l'IDPS Moamba. Le week-end dernier, le président de cette fédération a procédé à l'implantation de la nouvelle cellule de base dénommée Plateau des Chevaux. Dans son mot, Mathieu Kassanda a invité tous au travail pour faire triompher les partis aux échéances électorales à venir. Une occasion pour lui de prêcher à l'assistance, l'unité et le respect de la hiérarchie du parti. Ensuite, Mathieu Kassanda a investi le comité cellulaire dirigé par Blaise Belessi avec la mission de rallumer la flamme du parti à la base. Prenant la parole, Blaise Belessi a appelé ses collaborateurs au travail et à l'unité pour l'adhésion massive des nouveaux membres à l'IDPS. Valoriser les valeurs internes de chaque membre, de chaque militant. Ceux qui hésitent, ceux qui ont des doutes, il faut les ramener à enlever cette hésitation, ces doutes-là, vivre encore selon le respect du texte, qui est l'idéologie du parti cher IDPS, Bar Tshisekedi. C'est ce que je vais amener comme apport direct aux militants qui adhèrent dans la cellule Plateau Chevaux. Et c'est la fin de ce journal plutôt. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Un journal qui a connu le concours rédactionnel de Keren Kakolongo et Diane Balaka. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Au revoir.